Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très 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 heureuse d'accueillir Aurélia Khalifa. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Yardena. Alors Aurélia, c'est spécial ce soir. Tu es avec nous pour une magnifique conférence qu'on a prévue depuis bien longtemps. Mais ce soir, j'aimerais profiter de te remercier puisque ce soir, nous avons la co-dirigeante de l'association qui est derrière les coulisses toute l'année, depuis des années. Et puis, je voulais te dire un grand merci pour tout Merci ce à que, toi. tout le temps, l'énergie, les conseils, les conseils précieux que tu offres, la direction, la vision, voilà, toute ta personne que tu mets dans notre association. Et c'est vraiment grâce à toi et grâce à encore Audrey et toute l'équipe derrière. Donc, merci. Et ce soir, tu vas nous parler comment aborder le chidour avec confiance et sérénité. Exactement. Merci beaucoup Yardena. C'est un honneur pour moi de collaborer avec toi sur cette merveilleuse association qu'est le Wellness. C'est un gros sujet. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je vais me présenter brièvement et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je m'appelle Aurélia Khalifa. Je suis coach en évolution professionnelle et coach de vie depuis 4 ans. Avant ça, j'ai eu une autre vie. J'ai travaillé dans le cinéma et j'ai fait Teshuva. Donc ça, c'est pour vous, voilà, vous résumer un petit peu mon parcours. Donc j'ai 39 ans et je me suis mariée à 34 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce dont on va se parler ce soir, c'est à la fois des choses que j'ai pu vivre dans ma chair, le célibat. Et c'est vrai que voilà, quand on le vit, on a une vision très différente de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut en dire. Le célibat, je le vis à travers les coachés, les femmes que j'accompagne, parce que c'est un vrai sujet, c'est une vraie souffrance, on va y revenir. Et j'organise aussi des rencontres, donc je suis chatranite à mes heures perdues. Donc j'ai aussi voilà, cette expérience maintenant au niveau des célibataires que j'accompagne. Et c'est pour ça que c'est un thème central, très très important. Et ma frustration, souvent, quand je fais des présentations, c'est que j'ai des personnes formidables en face de moi, mais qui se connaissent assez peu et qui sont assez angoissées, assez préoccupées par le célibat, par les shidduchim, parce que c'est très dur. Donc, je voulais vraiment aborder ce thème qui est très, très important pour moi. Voilà. Donc, notre sujet, c'est comment aborder le shidduch avec confiance et sérénité. Alors, ça peut paraître un peu antinomique, parce que le shidduch, pour beaucoup, il est source de beaucoup de stress, de beaucoup d'angoisse. On va revenir sur la définition du shidour parce que c'est important de le définir. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant mes 30 ans, hein, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Et bah, au Hachem, j'ai pu rencontrer mon mari par un shidour, donc j'ai pu aussi l'expérimenter, au-delà d'en organiser aujourd'hui. Et voilà, avec confiance et sérénité. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Et on reviendra sur, voilà, sur toutes ces notions-là. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le célibat. Il y a sûrement des mamans qui nous écoutent, des célibataires. Sachez que le célibat, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Euh, Ça engendre très souvent une souffrance, une véritable souffrance que peu de gens peuvent s'imaginer, une certaine solitude, une certaine frustration. Donc on est dans cet état émotionnel quand on s'attaque aux rencontres amoureuses, quand on se lance dans un chidour. Euh, il y a une fatigue émotionnelle aussi parce que bah, forcément on essaye une rencontre, une deuxième rencontre, une troisième rencontre. Il y a beaucoup de remises en question, notamment chez les jeunes femmes. Les garçons sont un peu moins sur Non, ce non, mode-là. tu mets ça à table comme ça. Enlève ta table. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi cette fatigue que je peux ressentir émotionnelle. Donc chez les filles, c'est un petit peu comme ça. Voilà, des moments elles sont hyper motivées, puis des moments c'est un peu plus en creux. Et donc il faut pouvoir tenir pour, voilà, pour avancer. Il y a la pression sociale, évidemment, la pression familiale, la pression communautaire. Ça, c'est une réalité qui parfois rajoute encore plus de stress dans tout ce processus de la rencontre amoureuse et qui est là, qui est bel et bien là, même si on essaye de pas trop en mettre, mais elle est quand même bien présente. Il y a la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, la peur de rester seule aussi. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort, surtout de se dire, bah, après 30 ans, quid de si je rencontre pas l'homme de ma vie, que je fonde pas ma famille, etc. Donc, on reviendra aussi sur les peurs.
Et puis, il y a la perte de confiance en soi après des échecs, je dis bien échecs entre guillemets, mais en tout cas quand ça n'a pas fonctionné, on se remet en question. Encore une fois, c'est des choses qui sont beaucoup plus présentes chez les jeunes filles, de remise en question, de perte de confiance en soi, même si c'est aussi très challengeant pour les garçons, sachez-le, mesdemoiselles. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi très souvent. Donc ça, c'est le célibat et ce qu'il implique. Maintenant, le chidour. Eh bien, le Chidour, très souvent, c'est vécu comme un espèce de marathon, comme une épreuve en elle-même, où on va ressentir une certaine pression, une tension, il va falloir faire des choix à un moment donné. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on continue? Est-ce que recommencer? Et il y a cette notion aussi de c'est pas très naturel. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et d'ailleurs, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, je m'adresse à une cible à la fois de jeunes filles religieuses, pas religieuses. Voilà, j'ai envie de parler à tout le monde avec le cœur, de cœur à cœur. Et que ce soit dans les familles religieuses ou pas, il y a toujours cette notion un peu de, bah, c'est pas très naturel, ça fait un peu arrangé. Voilà, donc ça c'est le chidour qu'on va définir. Mon objectif, c'est quoi? C'est que vous repartiez de cette conférence avec une vision plus apaisée, donc c'est pour ça que je voulais parler de confiance dans mon thème, et plus positive du chidour. Je suis pas là pour vous vendre le chidour, mais j'aimerais que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Et quand on parle de chidour, on va parler de rencontres amoureuses de façon générale, évidemment. Le but, c'est que vous remettiez un peu de confiance et d'optimisme, de sérénité dans ce processus de la rencontre parce que c'est un processus. D'accord? Donc, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, on va essayer de se donner cet objectif ce soir ensemble. J'aimerais que vous repartiez avec une posture intérieure un peu plus confiante. Donc, je vais pas vous donner des tips et des techniques de séduction parce que c'est pas mon métier, ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est pas le but. Il y a d'autres gens qui le font très bien. Mais moi, comme je suis aussi coach de vie et que je travaille beaucoup avec les jeunes filles autour de la confiance en soi, de la gestion des émotions, de la rencontre amoureuse, le but, c'est qu'on fasse un focus sur vous ce soir. D'accord? Savoir qui vous êtes, ce que vous avez à offrir à l'autre, etc. Donc, on va pas parler spécifiquement du couple un petit peu forcément, mais c'est vraiment cette notion de se préparer à la rencontre et savoir qui on est pour pouvoir rencontrer la meilleure personne pour nous. Donc, j'espère que vous repartirez aussi avec des clés concrètes pour vous positionner avec clarté, avec authenticité, ça va être un mot-clé, pour pouvoir ensuite faire le bon choix. Parce que toute la problématique, voilà, c'est la notion du choix, de savoir est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que c'est le bon ou pas. Et puis surtout, ça c'est peut-être le thème central, le message central que je vais vous faire passer. J'aimerais que vous repartiez avec ce sentiment. Et encore une fois, quand je vous dis ça, croyez-moi, j'ai eu l'impression d'être en retard et d'être trop vieille, etc. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Et c'est pas pareil, c'est pas la même énergie, c'est pas le même regard. Je ne suis pas en retard sur ma vie, je suis en préparation, même si j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, que sais-je. Donc ça, c'est très important. Vous vous préparez à une des plus belles aventures de votre vie. C'est le mariage. Et c'est vrai que même quand on parle du mariage, lors de cours ou autre, on parle alors on parle de mariage, on parle de divorce, on parle d'efforts, on parle de s'écraser. Évidemment, il y aura des efforts à faire, il y aura des compromis. Mais le mariage et la vie à deux, c'est l'une des plus belles choses qui soient, les amis. C'est quelque chose de merveilleux. Donc là, vous êtes en préparation. Toute cette période de rencontre qui peut être un petit peu lourde, un peu pesante, vous vous préparez, c'est comme un échantillon à votre vie à deux. Donc c'est super, non? C'est une chance en fait qu'Hachem vous offre. Parce que la Hava, la valeur numérique de l'amour, la Hava c'est 13. Hava et Chad, c'est aussi Hachem. Donc on va se préparer à accueillir Hachem dans notre couple. Et ça c'est énorme. C'est pour ça que là, toute cette période où vous dites bah, je suis encore seule et vous vous comparez sûrement, merci les réseaux sociaux, vous voyez les copines se marier, etc. Vous êtes en préparation de quelque chose et ça va être quelque chose de fou. Donc voilà, n'ayez pas peur de la suite. Alors la définition du chibour en quelques mots, on va pas trop s'attarder dessus. Alors déjà, c'est pas que pour les orthodoxes, surtout de nos jours. Peut-être qu'il y a 20, 30 ans, c'était en effet des populations un petit peu plus froumes, orthodoxes. Aujourd'hui, non, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes, d'hommes et de femmes qui me contactent et qui me disent d'ailleurs, voilà, je voulais savoir, Madame Khalifa, moi je suis pas du tout religieux, je suis pas du tout pratiquant. C'est pas grave. Le Chidour, c'est pas une rencontre arrangée, contrairement à ce qu'on pourrait se dire ou ce que je pouvais penser moi à l'époque quand j'étais loin de tout ça, mais ça va être une rencontre organisée. Donc un peu comme si une amie ou un membre de votre famille, une tierce personne, vous présentez quelqu'un. Donc vous voyez, c'est voilà, le Chidour, c'est ça.
On va organiser une rencontre entre un garçon et une fille, a priori qui veulent se marier, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un filtre à l'entrée. Vous n'allez pas être avec des curieux ou des personnes qui veulent pas investir, qui veulent pas s'investir. Et d'ailleurs, quand la personne elle est pas prête, des fois, enfin, il arrive qu'elle me dise, bah voilà, moi je préfère arrêter parce que je me sens pas en ce moment, je suis pas prête, et c'est beaucoup plus sain. Mais en tout cas, a priori, quand vous êtes dans ce processus, c'est que vous avez envie de vous engager et de vous marier. Donc, c'est un processus, d'accord, par lequel un homme et une femme vont se rencontrer via une connaissance commune ou une chatranite, ce qu'on appelle une chatranite, donc c'est celle qui s'occupe de ça. Donc, on va apprendre à se connaître et à décider si on est fait l'un pour l'autre. Donc, pour mes mots, le shidur, il est prescrit par la loi juive. Le premier shidur de l'humanité, c'était entre Yitzhak et Rivka, par l'intermédiaire d'Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham. Voilà, c'est là qu'on voit le premier shidur de notre histoire. En quoi c'est bien le shidur? Alors, je vous dis, je suis là pour vous, je suis pas là pour vous le vendre, hein, mais ce qui est, à mon sens, assez sain pour avoir connu aussi d'autres modes de rencontre, c'est que vous avez un cadre et un cadre, ça sécurise. C'est un cadre qui est sécurisant, qui est protecteur. Vous allez avoir une tierce personne, comme un médiateur, qui va être là pour vous cadrer, voire vous recadrer quand des fois, voilà, ça peut aussi partir un peu en live où il peut y avoir des interprétations, des surinterprétations. J'ai l'impression qu'il est plus dans la relation, etc. Donc vous avez une tierce personne qui va être là pour vous cadrer, pour vous écouter, même si c'est pas votre psy, évidemment, mais ça va être une forme de médiateur, d'intermédiaire. Pourquoi c'est sécurisant et protecteur? Parce que si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Vous n'avez aucune obligation, d'accord? On avance étape par étape aussi dans un shidour. Chacun a son rythme. Donc pareil, il n'y a pas une obligation de s'engager au bout de tant de rencontres ou au bout de tant de semaines. Chacun va à son rythme. On apprend à se découvrir, à se manquer aussi, à se poser les bonnes questions. Et c'est ça qui est à mon sens très sain. C'est que vous avez à la fois le côté cognitif, on apprend à se connaître en se posant des questions. Sur, sur soi, des questions sur l'autre, on peut même prendre des renseignements, sur un aspect aussi spirituel, émotionnel, sentimental, comportemental. Donc tout est permis, il n'y a pas de tabou quand vous êtes en shidour. Justement, vous êtes là pour apprendre à connaître l'autre et vice-versa. Et c'est ça qui est à mon sens très sain, c'est qu'on ne va pas avoir le voile, vous savez, des sentiments qui arrivent très vite et qui fait qu'on ne voit pas la personne telle qu'elle est véritablement. Là, vous vous engagez dans un mariage, donc ça rigole pas. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de tabou dans les choses que vous demanderez ou que vous essaierez de rechercher sur l'autre. Et puis je parlais du filtre à l'entrée, c'est le fait que le garçon, la fille veuille se marier. Et c'est toute la différence qu'on a avec les applis, par exemple. Beaucoup de gens sont passés par des applis et me disent c'est très frustrant parce qu'on a l'impression d'être consommé, d'être ghosté, d'être voilà en swipe. Et c'est pas une sensation très agréable quand on a l'envie de s'engager, d'avancer, de se marier. Aussi, pour information, vous avez tout à fait la possibilité, c'est ce que je recommande des fois à des personnes qui ont besoin justement de ce cadre assez sécurisant, vous avez la possibilité de repasser en mode chidour après une rencontre dite fortuite, par exemple à une soirée, à un Shabbat plein. Vous pouvez très bien demander à une tierce personne, une chatranite, voilà, de reprendre un peu le cadre pour qu'encore une fois, vous puissiez avancer en toute sérénité. D'accord? Donc, vous voyez, on n'est pas là pour être des chaperons, pour vous pousser à aller avec tel garçon, pour vous dire que vous êtes comme ci et comme ça, parce que, en tout cas, moi, je n'ai pas la prétention de savoir mieux, de mieux connaître la personne que la personne elle-même, mais en tout cas, donner un cadre, ça oui, d'accord? Quand des fois, on va être pris dans des espèces d'angoisse, on va surinterpréter des choses, le fait d'avoir une personne qui est extérieure à vous et qui a une certaine objectivité, bah, ça peut faire du bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie chidour. Maintenant, on va déconstruire un peu les fausses croyances autour du célibat et du chidour, de la rencontre amoureuse. Le but c'est que vous ayez une vision un peu plus juste, plus apaisante de la rencontre. Alors je vais vous balancer quelques croyances très fréquentes, il y en a beaucoup plus évidemment, mais je pense que certaines se reconnaîtront. Alors, si je suis encore célibataire, c'est qu'il y a un problème chez moi, d'accord? Ça, c'est une croyance qu'on peut avoir. C'est pas normal, surtout à mon âge. J'ai passé la trentaine, donc j'ai sûrement un problème. Deuxième croyance, après on reviendra sur chaque croyance. Je dois me conformer le plus possible à ce que veut l'autre pour lui plaire. Donc ça va être la logique de suradaptation. D'accord? Je fais comme ce que l'autre veut.
Troisième croyance fréquente, si c'est la bonne personne, je dois le ressentir tout de suite. C'est la notion du coup de foudre. Je dois le savoir, ça doit être immédiat. Sinon, c'est que bon, c'est pas ça. Autre croyance très répandue, plus j'attends, plus je perds la possibilité de rencontrer un garçon bien. Bah, après, il y a un petit peu les fonds de tiroir. Voilà. Bon, c'est aussi une croyance limitante, hein, je vous rassure, c'est faux. Même s'il y a moins de choix, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas votre zibou-gagoun dans le choix qui reste. Autre croyance, le garçon doit correspondre à tous mes critères. On reviendra sur les critères pour que je sois sûre que ce soit le bon. Bah ouais, parce que ça rassure des critères. C'est pour ça que souvent, j'ai des garçons et des filles, j'ai bien des garçons et des filles, qui sont très à cheval sur des critères parce que bah, finalement, ça rassure un peu de se dire que si ça correspond à ce que moi, je pense être le mieux pour moi, c'est bon, je serai heureuse. Mais ça ne suffit pas. Ça ne tient pas là-dessus. Alors maintenant, je vais vous donner un petit repositionnement de coaching et de Torah. La première croyance, c'était si je suis célibataire, c'est qu'il y a un problème chez moi. Eh bien, en fait, chacun son parcours, mes amis, chacun ses tests, chacun ses réparations, son tikkun, chacun ses délivrances. Donc, c'est pas qu'il y a un problème chez vous, c'est que vous êtes peut-être testé, c'est que peut-être vous n'êtes pas prête ou il n'est pas prêt pour que vous vous rencontriez à cet instant T. Et peut-être que ça va être dans une semaine, dans un mois, dans un an. Mais en tout cas, chacun son parcours. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux abîment énormément cette notion de j'ai ma vie avec ce qu'Hachem a préparé pour moi parce on se compare. On se compare, forcément. Et c'est normal, on est des êtres humains. On voit toutes les copines se marier, on voit le temps qui passe, on voit l'horloge biologique, etc. Donc, on va être dans une. On va se poser la question, est-ce qu'il y a un problème chez moi? Après, peut-être que certains ont trop d'exigences, ça, on y reviendra aussi. Mais en tout cas, chacun son parcours. Donc, acceptez ça. De toute façon, dans ce que je vais vous dire, il y aura forcément du rizouk aussi. Je ne peux pas ne pas vous parler de spiritualité et de la relation avec Hachem, d'accord? Parce que forcément, c'est lui qui va m'envoyer mon zivougagoun. Donc, il y a ce que je fais, il y a Maïchtadlout qui est essentiel, évidemment. Il ne s'agit pas d'attendre chez soi qu'il arrive et qu'il frappe pas à votre porte. Et c'est pas ça qu'Hachem attend de nous. Mais c'est vraiment que vous soyez dans cette action tout en lâchant. On reviendra sur le lâcher-prise. La deuxième croyance fréquente, je dois me conformer le plus possible à ce qu'il veut, lui, le garçon, pour pouvoir lui plaire. Alors, votre objectif, c'est pas de vous suradapter à l'autre ou ce que veut votre famille ou la société ou la communauté ou qui que ce soit, mais c'est d'être vraiment authentique. Et authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer aussi sa vulnérabilité, qui l'on est. Je sais que c'est pas simple, mais c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une connexion d'être à être, de cœur à cœur, d'âme à âme. Il n'y a pas plus beau qu'une femme ou qu'un homme, quand je dis une femme, d'ailleurs ça vaut pour les garçons aussi, euh, qui est, qui nous montre qu'il est vraiment dans son humanité. C'est là qu'on va vraiment se connecter. D'accord? Donc il ne s'agit pas de tout montrer tout de suite, évidemment, ça va être comme une spirale. Et les rendez-vous, les rencontres vont nous permettre de rentrer un peu plus dans des choses, euh, voilà, des choses personnelles, plus ou moins intimes. Mais en tout cas, l'authenticité, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire avant de rencontrer quelqu'un, que ce soit avec un coach psy ou avec personne, mais en tout cas, pour réussir à incarner cette version authentique de nous-mêmes. Le but, c'est d'être émette, d'accord, d'être vrai. Parce que le chidour, je vous l'ai dit, c'est un échantillon de votre future vie de couple. Donc si vous montrez une image, vous mettez un masque de la fille qui est comme ci, comme ça, qui fait, qu'est-ce que ça va être après? Il n'y aura plus de masque. Quand vous serez en one-to-one avec votre mari, il n'y aura plus de masque. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on sera dans quelque chose de très émette, dans une relation véritable où vous grandirez, où lui grandira, où vous grandirez à travers lui, il grandira à travers vous. Et d'ailleurs, l'ego en prendra un bon coup, mais c'est ça qui est génial, c'est que vous allez être dans un vrai tikkun avec votre futur mari, Bezrat Hashem. Et c'est trop beau. Ensuite, le plus j'attends, plus je perds la possibilité de rencontrer un garçon bien. Eh bien, le bon timing n'est pas forcément le plus rapide. Le bon timing, c'est le bon moment pour vous, donc pour lui et pour vous. Et d'ailleurs, faites attention aux coups de foudre. Ça, on a été biberonné aux films, aux comédies romantiques, à la fiction, au Disney. Je sais de quoi je parle. Moi, je rêvais beaucoup ma vie, étant donné que j'étais dans le milieu du cinéma pendant 13 ans. Voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu galéré avant de rencontrer mon mari, c'est que on est
tellement conditionné par le romantisme, et je dis pas que le romantisme est mal, mais en tout cas, c'est cette notion, et je l'entends beaucoup en séance, c'est pour ça que je vous en parle. Ah, il n'y a pas eu le truc, j'ai pas eu le feeling, le fameux feeling, le coup de foudre, donc c'est mort. Bah non, en fait, on apprend à connaître quelqu'un tout comme on apprend à se connaître, et ça, c'est un processus. C'est pour ça que j'insistais sur le terme de processus, d'accord? Et le romantisme, bien sûr, qui sera là, quand vous serez en chidour, et puis après le chidour pendant le mariage, évidemment. Mais attention à la fiction et à l'imagination, parce que c'est ça le problème des Disney et compagnie. C'est ce dimion qui va vous mettre dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité. D'accord? Plus j'attends, plus je perds la possibilité de rencontrer un garçon bien. Alors, sachez que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui décide de quand, comment, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est comme avec tout dans la vie, avec tous les projets de vie. Mais en tout cas, bah, quand ça arrive, je peux vous dire que vous l'appréciez énormément. Et étant donné que c'est Hachem qui décide, vous allez être en partenariat avec lui. Donc, autant vous y mettre dès maintenant. Encore une fois, il y a la Ishtadlout et puis il y a tout le Kesher, le lien que je vais créer avec Hachem. Il y a les tfilotes, les prières. Bon, ça, on y reviendra à préparer le Keli pour recevoir la bracha. Bon, ça, c'est des choses fondamentales quand on se prépare justement à la vie à deux. Et puis enfin, la croyance sur le garçon doit correspondre à tous mes critères, j'insiste sur le mot critères, pour que je sois sûre que ce soit le bon. On ne construit pas avec un profil. Je le répète, on ne construit pas avec un profil ou avec une fiche, avec quelques éléments de quelles sont ses études, quel métier il fait et quelle est son origine. Je conçois que ça puisse être plus ou moins important et je le respecte totalement. Je veux dire, ça l'est pour nous tous. On ne va pas être hypocrite. Mais faites attention, filles comme garçons d'ailleurs, à ces critères très figés parce que quand vous avez une fiche avec des critères et une pauvre photo, des gens qui sont pas photogéniques d'ailleurs, hein, des fois, ça peut arriver, c'est dommage. Vous pouvez passer à côté de quelqu'un d'extra qui peut d'ailleurs être votre moitié potentiellement. Donc faites attention au profil, faites attention aux critères, même si ça vous donne quand même une petite idée, c'est important évidemment. Faites attention aux photos. Vous ne vous mariez pas avec un CV, mais plutôt avec un être autre que vous qui vous complétera. Voilà. Sachant que le mariage, eh bien, c'est l'union de deux Neshamot décidées par Hachem avant même qu'on descende dans ce monde. Et ces deux personnes, ces deux Neshamot vont œuvrer pour la plus belle des missions, construire un foyer à deux avec Hachem, puis à trois, puis à quatre, etc. Selon ce qu'il décidera de nous offrir. Donc voilà. Donc autorisez-vous, donnez-vous l'opportunité d'aller à la rencontre de l'autre. Il n'y a pas plus beau que ça, que de se laisser surprendre par soi-même. Parce que vous savez, très souvent, moi, j'ai des personnes au début, non, non, c'est pas du tout mon style, j'ai pas le film. Puis après, au fur et à mesure, bon, bah, finalement, elle a accepté de le voir. En fait, il est pas mal, hein. En fait, il est intéressant. Ah bah, en fait, bah ouais, parce qu'on apprend à se connaître. Et c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Et ça nécessite d'aller au-delà de ses préjugés, même si on en a tous. Donc après, voilà, est-ce que vous êtes prête ou pas? Euh, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, je suis jamais là à, à insister ou à essayer de pousser pour tel ou tel profil parce que ça fait partie de mon éthique en tant que chatranite. Je laisse la responsabilité parce que c'est une valeur fondamentale pour moi, la responsabilité de choisir. Mais voilà, pour les personnes un peu trop un peu difficiles des fois, bon, ça vaut le coup d'essayer, même si je sais que voilà, c'est pas toujours évident. Donc votre objectif à vous, c'est de faire votre part, comme on l'a dit, votre Ishtadlout, et de prier. Et alors ça, c'est un terme sur lequel j'insiste à chaque fois quand je fais des conférences, des ateliers avec les célibataires, de préparer ce qu'on appelle votre Keli. Votre Keli, c'est votre réceptacle. Pour qu'Hachem il puisse vous envoyer la bracha, qu'il puisse vous envoyer votre zivoug, préparez-vous. Donc le Keli, le réceptacle, il est à la fois émotionnel, il est intellectuel, il est spirituel, il est relationnel. Donc travaillez-vous. C'est une chance d'avoir cette période-là de préparation, pendant toute cette période d'attente que du coup vous ne subirez plus, mais que vous verrez comme une préparation encore une fois. Pour la petite anecdote, moi j'avais acheté les kisouis parce que mon rêve c'était de me courir la tête comme j'ai fait tes chouvas. Je me suis dit mais Hachem, moi je rêve de te donner, enfin voilà, d'avoir un kisoui sur la tête. J'avais acheté le kisoui, le verre pour le mariage, etc. Bon, le ratan n'était pas encore là. Et finalement c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce que on a utilisé le verre le jour du mariage. Euh, Départ de notre TGV Ouigo à destination de Mississippi, prenez garde à la fermeture automatique des portes H sur les pas. Hop, pardon.
Et ça vous prépare, ça vous conditionne le fait d'acheter ces choses-là. Et je rigole pas. Donc, mesdemoiselles, achetez-vous des kissouilles, des foulards. Même si vous avez décidé de ne pas en mettre tous les jours, mais juste pour vous préparer spirituellement, émotionnellement, mentalement à bientôt être marié parce que ça arrivera très vite. Bezrat Hachem. Voilà, achetez-lui un talit. Enfin voilà, vous vous préparez même s'il n'est pas là. Même si vous avez l'impression que c'est un petit peu la loose d'acheter des choses pour quelqu'un qui n'est pas là, c'est pas du tout la loose, c'est ce qu'Hachem il veut justement. C'est ce qu'Hachem il attend, que vous lui fassiez confiance. Et c'est une des façons de lui faire confiance, de préparer ce qu'il est là justement, ce réceptacle. Alors, ce qui est important de rappeler aussi, c'est donc que le célibat, comme on l'a vu, c'est un chemin d'évolution et de croissance. C'est peut-être aussi un révélateur de qui je suis, de ce que j'accepte ou pas, de ce que je suis prête à lâcher ou pas. Donc, il est essentiel de ne jamais désespérer et de vous dire aussi, et ça c'est quelque chose de fondamental, mais comme avec tout le reste, ce n'est qu'une phase de votre vie. Ce n'est pas le reste de votre vie. Ce n'est qu'une phase. C'est comme des fois quand vous êtes prise dans un travail que vous ne supportez plus. Vous savez, des fois on a l'impression que ça va être le reste de notre vie. Pas du tout. C'est qu'une phase, un moment ça changera et ça paraîtra loin. C'est comme avec tout le reste. Chaque rendez-vous va aussi révéler quelque chose de vous. Quand vous allez être dans des shidurim, des fois on les enchaîne et c'est très pénible. Ça va me dire un peu ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je suis prête à accepter ou pas, ce que je suis prête à lâcher ou pas, parce qu'à un moment, il faudra faire des compromis. Rappelez-vous, préparation pour le mariage, compromis. Donc la bonne question à vous poser, c'est pas est-ce qu'il va me choisir moi? Là, on est dans une, une, une réflexion peut-être un petit peu narcissique, ou c'est pas moi, c'est qui suis-je en train de devenir dans ce processus et qu'est-ce que j'aurai à offrir à l'autre? Parce que je vous le rappelle, l'amour vient après le mariage, quand on donne. Donc je vais donner, lui aussi va me donner. Peut-être qu'il y a des garçons qui regarderont cette conférence. Mais en tout cas, quand je vous parle à vous, je parle aussi aux garçons. Enfin, voilà, c'est dans les deux sens, évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais être prête à offrir à l'autre? Bah, si je ne me connais pas, ça va être compliqué de le savoir. Donc, vous vous préparez spirituellement, psychologiquement, émotionnellement pour accueillir votre Zivugagoun. Et encore une fois, on ne se compare pas, même si la Terre entière est déjà mariée. Maintenant, on va parler des trois piliers de la confiance dans le Shidour. N'oubliez pas, on l'a déjà dit, plus vous serez authentique, plus vous serez en confiance, plus vous amènerez l'autre à l'être aussi. D'accord? Vous l'amènerez à s'ouvrir si vous vous ouvrez. Vous l'amènerez à être authentique si vous l'êtes aussi. Parce que vous êtes un miroir pour l'autre. En fait, une relation interpersonnelle, une relation avec quelqu'un, eh bien, c'est un échange où, en fait, on va s'adapter aussi à l'autre. C'est pour ça que dans ma façon de parler, dans ma façon de me tenir, dans ma façon de me comporter, je vais amener l'autre à être dans une énergie un peu similaire. Donc, il va y avoir cette notion de miroir. Donc, plus vous serez encore une fois authentique en confiance, plus vous serez bien, plus vous serez prête, et bien plus c'est l'image que vous donnerez à l'autre. Pilier numéro un, la clarté intérieure. Il est essentiel de savoir qui je suis vraiment. Mes valeurs, on reviendra sur les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes midotes positives et à travailler? Parce que le but, c'est aussi que, voilà, que on se remette en question sur les midotes à travailler. Qu'est-ce que je suis prête à offrir à l'autre? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher peut-être? Donc, quand on parle des exigences notamment. Et qu'est-ce que je suis prête à lâcher au niveau de mon confort? Parce que c'est vrai que c'est inconfortable la rencontre. C'est très déstabilisant. Vous êtes avec quelqu'un, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, vous demandez s'il vous plaît, si vous lui plaisez, etc. Donc ça nécessite de sortir de sa zone de confort, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Donc, encore une fois, voilà, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on va faire quand on va être dans ce processus de rencontre amoureuse. Au niveau de la clarté intérieure, savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas ou plus, quels efforts je suis prête à faire. Différencier, faites très attention entre différents points. Quels sont mes besoins profonds? C'est pour ça que c'est important de se poser cette question. Avec quel type de personne je veux faire ma vie? Comment je me projette? De quoi j'ai besoin pour être heureuse, pour être épanouie? Ça, ce sont mes besoins. Donc, ce sont des bonnes questions à se poser. À ne pas confondre avec les peurs. Et moi, je les entends vachement, les peurs, quand j'ai des garçons ou des filles au téléphone ou en séance. La peur de l'abandon, la peur du manque, la peur de ne pas plaire. Faites très attention à ça parce que souvent, ces peurs nourries par l'imagination vous emmenez sur des mauvaises pistes, sur des surinterprétations.
ou sur le on arrête tout parce qu'en fait ça va pas du tout. Faites attention et identifiez-les pour pouvoir les travailler et vous en débarrasser. À différencier, donc on a dit besoins profonds, peur et les injonctions extérieures, donc les il faut. Il faut être marié à tel âge, il faut ceci, il faut cela. Essayez de faire un peu le tri et pour pouvoir avoir plus de clarté, d'accord? Et être vraiment connecté à vos besoins. Soyez aussi, mesdemoiselles, à l'écoute de votre intuition. Alors, chez nous, il y a beaucoup de femmes très sensibles, voire hypersensibles. Donc, ce qui est extraordinaire chez les femmes sensibles, c'est qu'elles ont une intuition merveilleuse. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a des choses qu'on va demander, qu'on va vérifier, qu'on va observer, mais on a aussi un sixième sens, une intuition, qui va nous donner euh, voilà, qui va nous faire ressentir quelque chose qui est important d'écouter. D'accord? Donc, tout ça, ça fait partie du ressenti personnel. Qu'est-ce que je pense être bon pour moi? Et surtout, qu'est-ce qu'Hachem aussi attend de moi? Rappelez-vous, on est toujours en connexion avec Hachem. Donc, dans ce processus, on n'est rien sans lui. On ne peut pas avancer seul, sinon c'est trop difficile, beaucoup trop difficile. Plus je vais avoir de la clarté intérieure, plus je vais être sereine et en confiance pour pouvoir avancer. Donc, c'est hyper important, ce pilier-là. C'était le premier pilier, la clarté intérieure. Le deuxième, qui n'est pas le plus simple, ça va être la sécurité émotionnelle. C'est très challengeant d'être dans des rencontres. Donc c'est important de rester connecté à soi, mais aussi, attention, de se connecter à l'autre. Donc c'est pour ça que au maximum, soyez dans une posture ouverte, d'écoute active, empathique. Autorisez-vous à poser des questions, à observer, etc. Mais écoutez l'autre aussi. Je le dis souvent aux garçons parce que très souvent, ils nous font un peu le CV. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je fais, mais écoute là aussi une femme, elle a besoin d'être écoutée pour pouvoir commencer à créer une connexion avec toi. Donc, je sais que vous, mesdemoiselles, nous, on est beaucoup plus enclines à écouter, à être dans une certaine empathie. Mais des fois, quand j'ai un peu peur ou que je suis un petit peu stressée, je vais peut-être me déconnecter de l'autre. Donc c'est ça qui est challengeant, mais qui est essentiel, c'est d'être connecté à vous et à l'autre, à celui qui vous parle. D'accord? Un point très important aussi pour assurer votre sécurité émotionnelle. Débarrassez-vous au maximum des, ce que j'appelle les bagages du passé. Vous savez, ces mallettes un peu trop lourdes qu'on porte avec nous parfois que je vois évidemment chez des personnes qui ont été fiancées, qui sont pas allées voilà, jusqu'au mariage, aux personnes divorcées. Évidemment qu'il y a des traumas, évidemment qu'il y a des choses très difficiles et des histoires douloureuses, des ex. Mais le but, c'est de repartir sur des nouvelles bases parce que la personne en face de vous, elle n'est pas censée subir ce que vous avez pu subir vous avec un ex ou avec un précédent mari, fiancé ou autre. Donc, essayez dans la mesure du possible de vous débarrasser de tout ça. C'est ça aussi être prête et dans une certaine sécurité émotionnelle. Pour pas avoir des espèces de rappels comme ça. Ah, tiens, il a été comme ci, il a été comme ça me rappelle mon ex. Non, la personne en face de vous est une personne nouvelle. Donc, même s'il y a parfois des warnings parce que, voilà, des choses qui peuvent nous alerter sur certains comportements, etc., faites attention à ne pas ramener votre passé avec vous. Donc, il est important d'avoir fait ces deuils. Ces deuils, alors la courbe du deuil en les étapes, ça va être le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et l'intégration. Donc, on passe par toutes ces étapes-là pour pouvoir recommencer. Et il y a des merveilleuses histoires après des fiançailles qui n'ont pas abouti après des remariages. Enfin, vraiment, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Moi, d'ailleurs, je dis toujours aux jeunes, sortez des cases. Et c'est ça qui est très beau dans l'amour, c'est qu'on est tout le temps surpris, quel que soit l'âge. Quand on rencontre quelqu'un à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, à 60 ans, 70 ans. Et vraiment, croyez-moi, parce que c'est aussi ce que je peux observer, ça nous chamboule et ça nous déstabilise. Et c'est ça qui est superbe. Mais par contre, voilà, faites attention à ne pas amener ces bagages-là quand vous êtes en chidour, en rencontre amoureuse. Alors les filles, autre point très important pour vraiment assurer la sécurité émotionnelle, évitez de surinterpréter. Je le sais parce que, exemple, il m'a pas répondu, ça fait 2 heures, je crois qu'il est pas à fond, je crois qu'il est pas intéressé, je crois qu'en fait, on surinterprète et on va mettre encore une fois l'imagination. Vous vous rappelez, on a parlé du Dimion, on va fantasmer trop vite. C'est l'ennemi numéro un, c'est l'outil préféré du Yetzer Hara, ça, cette imagination qui va vous faire croire. Donc quand vous êtes dans l'irrationnel,
c'est ce que je dis toujours à mes jeunes filles que je coach, remettez du rationnel, d'accord? Essayez bah, si je crois que, bah, je lui demande plutôt que de surinterpréter. Ou je demande à la chatranique ce qu'elle en pense parce qu'elle est extérieure et qu'elle est un petit peu plus objective que moi qui suis dans mes émotions. C'est hyper dur parce que c'est vrai que on surinterprète tout le temps. Je vous ai cité l'exemple du texto qui a du mal à arriver, enfin qui arrive au bout de tant de temps. Voilà, ça peut être il n'est pas intéressé, comme ça peut être il n'était pas dispo, comme ça peut être il réfléchit, comme ça peut être plein de choses. Donc faites très attention à la surinterprétation, j'insiste, que l'on retrouve beaucoup plus chez les jeunes filles que chez les garçons qui sont un peu plus starless, un peu plus terre à terre. Mais c'est ça qui est bien après une fois qu'on est marié, c'est qu'on va s'apporter vraiment, eux vont nous apporter un peu plus voilà, de terre à terre, de rationnel, et nous de, 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 de bina, enfin de, oh, le mot va me revenir, mais voilà. Donc ça c'est sur la surinterprétation de nuance, voilà, c'était le mot nuance que je cherchais. C'est pas noir ou blanc, ça peut être nuancé. La pensée positive, bah, je ne peux pas ne pas vous en parler. Alors, les filles, la pensée positive, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, par exemple, j'avais un très gros Yetzirara de tristesse. Voilà, dans ma Neshama, il y a un truc qui fait que mon Yetzir allait vers la tristesse. Donc, bah, quand ça n'arrivait pas, quand voilà, j'étais célibataire, je fais voilà, tu vas terminer seule avec des chats, enfin, non, j'aime pas les chats, avec des chiens. En fait, le fait de changer sa pensée, évidemment que la Teshuvah m'a reconditionné mon cerveau pour que j'apprenne à penser bien, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Encore une fois, la Torah, c'est le code de vie, hein. Donc, si vous avez une question, tout est dans notre Torah de vie. C'est un exercice. Ce sont des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, le fait d'apprendre à penser. Et c'est un travail de chaque jour. C'est pour ça que c'est pas un acquis. Il n'y a pas des gens qui pensent bien, d'autres qui pensent pas bien. Il y a des gens qui ont des prédispositions à bien penser, d'autres pour qui c'est un peu plus dur. Mais justement, le mérite va être d'autant plus grand pour des personnes qui sont un petit peu attirées vers la tristesse et qui vont apprendre à penser bien. Donc projetez-vous en bien. Imaginez-vous en bien, même s'il y a eu des déceptions, même s'il y a eu 1000 déceptions, même si à chaque rencontre vous mettez beaucoup d'implications émotionnelles, je le sais. Je sais que c'est dur, c'est très compliqué parce qu'on vous demande d'être à la fois d'observer, d'être un peu recul et puis en même temps d'être très investi. Donc voilà, on s'implique émotionnellement et c'est ce qui fait aussi qu'on est dans cette générosité, cette authenticité. Mais des fois, c'est vrai que quand on recommence, c'est difficile et on a tendance à penser mal. Donc c'est un exercice de chaque jour. Il y a des outils, il y a plein d'exercices en coaching. J'en donne beaucoup pour bien penser, pour s'habituer à bien penser. Ça passe notamment par la parole, évidemment, par la projection, par la visualisation. Euh, et puis, bah, quand vous achetez, quand tout à l'heure je vous disais préparer le Kelly, bah, quand vous achetez des kissouilles, etc., au début peut-être que vous dites oh là là, ça me renvoie à ce que je n'ai pas. Mais au bout d'un moment, eh ben, pourquoi pas l'essayer, puis vous regardez, vous trouvez canon, et vous dire, bah, en fait, ouais, ça va switcher votre mindset, désolé pour les mots en anglais, vers quelque chose de plus positif. Vous serez dans une énergie de l'abondance et pas du manque. On attire à nous ce que l'on est. On attire des situations ou des personnes qui vibrent à une fréquence similaire à la nôtre en termes énergétiques. D'accord? Donc, on attire aussi ce que l'on croit mériter. Si je pense que je mérite rien, que dalle ou pas grand-chose, bah, c'est ce que je vais attirer. On attire ce que l'on tolère, ce qui est familier émotionnellement, ce qui résonne aussi avec nos blessures non guéries. Donc, si je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai des schémas de l'enfance avec un papa qui a abandonné la maman, un divorce, etc. Il n'y a pas de déterminisme chez nous, donc et ça j'insiste vraiment, c'est pas parce que j'ai eu ces schémas-là que je vais les reproduire. Chez nous, il n'y a pas de déterminisme. Encore une fois, on est responsable de recréer sa vie à chaque instant, mais il peut y avoir des blessures qu'on a enfermées à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, non guéries. Donc du coup, on va toujours être dans les mêmes situations. Vous savez, c'est ces espèces de situations qui reviennent. On se dit, mais c'est toujours la même chose, toujours le même type de garçon. Bah ouais, parce que ça commence par nous déjà. Qui on est. On attire ce qu'on est. Donc si inconsciemment je me sens pas assez bien, abandonnable, en manque, en insécurité affective, eh bien, de fait, je risque d'être attirée ou attirante pour des partenaires indisponibles, des relations instables, des dynamiques de sauveuse, de dépendance. Je vais être le sauveur de quelqu'un, alors que c'est pas ça. Le couple, on ne sauve personne. Encore une fois, on n'est pas là pour ça. Donc voilà,
parce que toutes ces dynamiques, elles vont venir confirmer une croyance intérieure. Donc plus je me serai débarrassée de toutes mes croyances dites limitantes, plus j'aurai des croyances aidantes et je serai connectée à moi, à mes valeurs, à mes méthodes positives, consciente de ce que je dois travailler, de ce que je dois lâcher, et plus je serai dans quelque chose qui fait que j'attirerai une version sympathique de l'autre côté. Donc à l'inverse, si je suis ancrée à ma valeur, si je suis capable de poser des limites, ça c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on fera aussi une fois qu'on sera marié, évidemment. Si je suis alignée avec mes besoins et responsable et dans la capacité de réguler mes émotions, eh bien, je deviens naturellement compatible et j'attirerai des personnes émotionnellement matures, des relations qui vont être stables, des personnes stables, équilibrées. Donc, on va être dans une dynamique comme ça, d'accord? C'est un peu la loi de l'attraction, quoi. Donc, d'où l'importance de bien se connaître, de faire tout un travail de cassage de ces croyances limitantes, de tous ces schémas répétitifs, de bien penser ses blessures et surtout, surtout de cultiver la joie et la gratitude. Ce sont les deux choses qui sont là pour attirer le bien, la bracha, les deux énergies fondamentales. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé ou qui le dit. Moi, je ne fais que reprendre d'enseignements de Torah, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu vivre. Mais c'est pas un hasard si on nous demande de cultiver la joie et la gratitude et vous verrez comment vous allez changer quand vous serez dans ces deux énergies-là. Qu'encore une fois, on apprend à cultiver. La gratitude, c'est un exercice de chaque jour. La joie, c'est un exercice de chaque jour. Ça vient pas du jour au lendemain. Et évidemment, 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 pour terminer avec ce deuxième pilier de la sécurité émotionnelle, il est indispensable de prier Hachem avant et après la rencontre pour pouvoir justement être apaisé, avoir les idées claires, de lui demander, voilà, donne-moi de la clarté, de la sérénité, donne-moi du shalom à l'intérieur de moi. Et ouvre-moi ce que je disais, moi, ouvre-moi les yeux pour que je vois quand c'est la bonne personne. Ouvre-moi le cœur et les yeux pour que tu me donnes le feu vert, que je sache si c'est la bonne personne ou pas. Le shalom, c'est l'indicateur spirituel par excellence. Donc on prie pour le shalom aussi. Parce qu'à un moment, quand je devrais me positionner et savoir si j'avance ou pas, eh bien, la façon de savoir si je suis au bon endroit, c'est quand j'aurai cette sérénité-là. Troisième pilier, le lâcher-prise actif. C'est dur de lâcher prise. Ça paraît un peu antinomique avec ce truc de Chidour. Donc vous faites votre part sans contrôler les cieux. On l'a dit, c'est Hachem qui va contrôler enfin qui va faire en sorte que voilà, qui va être en bout, qui va décider que ça se fait ou pas. Donc, eh bien, les rencontres amoureuses, les shidduchim, le célibat, c'est un vrai travail de chaque jour sur le bitachon. Donc, vous voyez, c'est une opportunité de vous rapprocher de votre créateur. Mais vraiment, je vous le dis de façon sincère et du plus profond de mon cœur, c'est une période qui est dure, mais qui peut être aussi utilisée pour vous rapprocher d'Hachem. C'est un vrai travail de bitachon qu'on continue après à faire dans d'autres épreuves. Mais en tout cas, je contrôle pas l'issue, donc c'est très difficile, mais je suis obligée de lâcher prise, de lâcher. Euh, J'accepte aussi de m'ouvrir à l'inconnu, à l'inattendu, à me laisser surprendre. C'est tellement bien de se laisser surprendre. Donc arrêtez de vouloir vous rassurer parfois avec des exigences démesurées. Des fois, enfin, je pourrais écrire un livre sur des... Voilà, il y a des exigences qui ont du sens, il y a des exigences qui n'en ont pas trop. Donc essayez de mettre le curseur au bon endroit, mais euh, essayez aussi de vous laisser surprendre. C'est tellement beau de se laisser surprendre par une rencontre, par une vraie rencontre. Il est important aussi de prendre un certain recul, surtout émotionnel, dans chaque rencontre, tout en s'impliquant activement dans la relation. Donc je sais que c'est un équilibre qui est difficile, mais qui est nécessaire. Faites attention d'ailleurs, et ça aussi, voilà, j'ai plein de messages que je voulais vous faire passer, parce que j'ai beaucoup d'hypersensibles, je vous le dis. Faites attention à ne pas trop donner tout de suite et à tout le monde. Donc vous êtes dans un équilibrage. Je vous parlais de la spirale tout à l'heure. Donc au début, je vais dire, on va se parler de choses un peu générales, et puis au fur et à mesure, on va creuser, et ça va être une relation de plus en plus engageante, engagée, et je vais te donner un peu plus, et tu vas me donner un peu plus, etc. Parce que je te connais, que tu me connais, on apprend à se connaître. Donc faites attention à pas tout livrer tout de suite et pas trop donner. Parce qu'après, c'est difficile pour se remettre quand on a beaucoup donné à une personne qu'on connaissait assez peu au final. Évidemment, ça fait travailler aussi la patience, le chidour. Donc on est toujours dans notre pilier du lâcher-prise. Euh, la patience, voilà, c'est un vrai tikkun, mais encore une fois, c'est magnifique de travailler sur la patience, croyez-moi.
Donc, c'est ce que nous permet de faire le célibat. Autre chose très importante, d'accepter le rythme de la relation. On est à deux, on est comme dans une danse. Donc parfois c'est un peu long, parfois c'est un peu rapide. Mais écoutez-vous et écoutez l'autre dans le rythme, dans la cadence aussi. Des fois j'ai envie que ça aille vite, donc je vais mettre un ultimatum. Bah ouais, mais les garçons, ils n'ont pas le même rythme que nous, ils n'ont pas le même... Quand ils s'engagent, mais avant de s'engager, ça peut être parfois un peu plus long. Donc, laissez-leur sans que ce soit non plus trop long, parce qu'il y a des moments où voilà, on sent on a fait un peu on a fait un peu le tour de la rencontre et de ce qu'on pouvait se dire, etc. Mais des fois, il y a besoin d'un peu plus de temps de l'autre côté. Acceptez-le, soyez ouverte à ça, parce que vous écoutez vos besoins, mais aussi celui de l'autre. Donc, je sais que vous avez pour beaucoup très envie d'avancer, de vous marier et de passer sous la coupa, mais parfois, voilà, il faut un petit peu plus de temps pour l'autre personne et ça vaut le coup d'essayer de patienter. Voilà. Et s'il y a des désaccords au fil des échanges, de la relation, évitez les verdicts ou les décisions rédhibitoires. Ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, comme quand on est en couple, hein, d'ailleurs ça arrive souvent. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, quand vous allez rencontrer quelqu'un en chidour, c'est un échantillon de ce que va être votre relation à deux. Donc quand il y a des désaccords, je lâche prise et je négocie. Moi, c'était mon métier pendant des années de négocier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été apprenant. On négocie tout le temps, à chaque instant, même dans la sphère personnelle. La négociation, ça veut dire écouter l'autre, être dans une expression authentique, dans une écoute empathique, avoir de la souplesse, pas de la souplesse, de l'empathie, de l'adaptabilité, pour pouvoir faire un pas vers l'autre et vice-versa. En tout cas, négocier. Donc, quand il y a des désaccords, c'est pas c'est mort pour moi, j'arrête. Lâchez prise et soyez justement dans une certaine flexibilité. Voilà. La confiance, ce n'est pas d'ailleurs l'absence de peur. On parlait un petit peu des peurs tout à l'heure, parce qu'on a tous des peurs, et c'est normal, même si on les travaille, mais c'est la capacité à rester stable malgré la peur. Donc ça, encore une fois, ça s'apprend à travers tout ce qu'on a dit. Alors maintenant, j'aimerais vous partager un document avec des questions importantes à vous poser pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, vous l'avez vu, je ne vous ai pas donné des tips de rencontres, etc. Je suis beaucoup plus dans une optique introspective de préparation à la rencontre à deux, de connaissance de soi. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est ce qui, à mon sens, manque le plus aujourd'hui quand on parle de rencontres amoureuses, au-delà du choix qu'on a, etc. Donc, je vais vous le partager. De ce pas, hop, voilà. Alors, là, vous voyez sûrement ce document, Mon couple et moi. Vous pouvez prendre une photo. Je pourrais vous l'envoyer pour celles qui le veulent. Je l'utilise très souvent en atelier avec les garçons et les filles parce que j'aime faire des choses avec les filles, mais aussi en format mixte parce que c'est intéressant d'entendre l'autre. Vous savez, quand on parle de la notion de cavote, par exemple, mais quand c'est un garçon qui parle de ce qu'est le cavote, pour lui, c'est intéressant pour la fille de l'entendre et vice-versa. Donc voilà, ça c'est un document sur lequel je travaille, enfin sur lequel je m'appuie beaucoup. Pour moi, un couple réussi, c'est quoi? Posez-vous la question. Donc, vous pourrez prendre des notes, brainstormer avec vous-même après, mais c'est une question qui, à mon sens, c'est fondamental. Ça passe par quoi? Quelles sont mes trois qualités, mes trois forces? Comment je pourrais les mettre en pratique dans la construction de mon futur couple? Parce qu'encore une fois, ça va me permettre de construire la relation à deux, ça va faire partie de mes piliers, mes forces et mes qualités. C'est ce que je vais offrir à l'autre, c'est énorme. Donc si j'en ai pas conscience, c'est dommage. Et j'insiste dessus parce que beaucoup ne sont pas conscients de leurs forces et c'est très dommage. Alors, être consciente de ses forces, et là j'insiste aussi souvent là-dessus, ce n'est pas de l'orgueil ou de la gave, pas du tout. Ce sont des cadeaux d'Hachem. Donc ces forces-là, eh bien, on se doit de les utiliser, on se doit de les valoriser et d'en faire quelque chose. On n'a pas le droit de passer à côté de ces forces. Donc c'est important de les connaître et de les activer surtout. D'accord? C'est ça aussi qui va nous permettre d'être dans une vraie confiance en nous, qui va nous permettre de nous sentir sereines, voilà, c'est la base, quoi, les qualités, les forces.
Deuxièmement, mes 3 axes d'amélioration, pour ne pas dire les défauts. J'ai un petit peu enrobé. Comment pourrais-je les travailler? Et ça, ne vous inquiétez pas, vous les travaillerez à fond quand vous serez à deux. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, mes 3 valeurs principales. Alors, évidemment, on n'a plus de 3 valeurs, mais il y a des valeurs qui arrivent en premier lieu, puis en deuxième. Donc, posez-vous la question, c'est quoi mes valeurs importantes? Pourquoi c'est important? Parce que quand je vais chercher un garçon, pour moi, il ne s'agit pas de chercher mon double ou ou la même personnalité que moi. Souvent, on dit que les opposés s'attirent. Parfois, on peut se ressembler, mais je ne vous parle pas de personnalité, je vous parle de valeurs. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, c'est que souvent, il y a un conflit de valeurs. Donc, partager mes valeurs avec mon futur époux, c'est extrêmement important. Pour vous aider à les définir, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident de définir ses valeurs, posez-vous la question, qu'est-ce qui me met en colère ou m'indigne dans la vie? Par exemple, moi, je ne supporte pas l'injustice. Ça me met en colère. Pourquoi? Parce que la justice est une de mes valeurs fondamentales. Voyez comment vous arrivez à la trouver en vous posant cette question. Ou par exemple, je ne supporte pas le manque de respect. C'est quelque chose qui m'énerve, qui me met en colère, qui peut... parce que le respect est une de mes valeurs fondamentales. Donc voilà, très important les valeurs. Ensuite, les 3 critères réalistes que je recherche chez l'autre. J'ai bien dit les 3 critères réalistes. En quoi sont-ils si importants pour moi, ces critères, au final? Donc, vous voyez, j'ai pas d'affirmation, j'ai surtout des questionnements. Parce que personne d'autre que vous ne vous connaît mieux que vous. C'est ni la chakranite qui va vous expliquer la vie, ni votre copine ou une tierce personne. C'est vous. C'est vous qui savez le mieux. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur vous. Même si évidemment les conseils sont bons à prendre, mais c'est voilà, c'est vous qui allez devoir un peu vous connaître et connaître vos limites, vos critères, vos valeurs, vos forces, vos qualités, etc. Et même si d'ailleurs on vous dit oui, mais t'es trop vieille pour ci, t'es trop difficile, posez-vous la question de vous à vous-même, d'accord? Parce que et faites très attention aux projections. D'accord? Des fois, des gens qui ont, euh, je sais pas, qui ont très très peur de finir célibataire, vous allez leur dire que vous avez 35 ans, oh là là, mais oh, c'est très tard et t'as pas peur. Et ça peut être une projection. Donc vous les mettez de côté et vous vous refocussez. C'est entre vous et Hachem. Ok? Et ensuite, pour me sentir épanouie dans mon futur couple, j'ai besoin de quoi? Ça parle de vos besoins. C'est aussi très important parce que vous allez les formuler quand vous allez être en rencontre avec un garçon. C'est quoi, moi, mes besoins? D'accord? Donc voilà, je vais arrêter le partage. Et maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous proposer eh bien, 10 questions à vous poser pour savoir si c'est la bonne personne. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de questions que ça, mais j'ai voulu faire une petite synthèse de questions que j'ai jugées intéressantes pour vous dire, pour vous- voilà, pour essayer de voir est-ce que cette personne pourrait correspondre à, à la personne pour moi. Est-ce que ça pourrait être la bonne personne? Premièrement, quelles sont ses valeurs? On en a parlé des valeurs. Est-ce qu'elles sont alignées avec les miennes? Très important. Donc encore une fois, je ne parle pas de la personnalité, du tempérament, je parle des valeurs. On a vu ce que c'était une valeur. Quels sont ses midotes, ses traits de caractère? Est-ce qu'elles sont bonnes? Évidemment, la base de la base de la base, c'est le respect, c'est la gentillesse, c'est aussi la générosité. La générosité, c'est pas que d'un point de vue financier, c'est aussi la générosité de son temps, de son attention. C'est beaucoup plus large que ça, évidemment. Donc, quelles sont ses midotes? C'est la deuxième question. Troisième question. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on communique bien ensemble, même quand il y a des désaccords? Parce que il y en aura des désaccords après aussi, après la repas. Mais est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on arrive à faire des compromis, à négocier justement? Est-ce qu'on s'entend bien, quoi? Quatrièmement, est-ce qu'on se sent bien, authentique, en confiance, sereine, en paix? On a parlé du shalom avec la personne. Est-ce que je sens que c'est fluide et c'est pas trop compliqué. Et si c'est trop compliqué, à voir si c'est moi qui complique la chose. Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est... Vous voyez, ça aussi, c'est faire le tri. Parce que des fois, c'est moi qui peux me poser beaucoup de questions et être dans une espèce de flou, un brouillard mental ou émotionnel. Donc voilà, une fois que du coup je suis au bon endroit, on va dire, est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on se sent en paix? Cinquièmement, est-ce qu'on se plaît intellectuellement, spirituellement,
Pourquoi je dis spirituellement? Parce que des fois, sur la fiche, vous savez, qu'on vous envoie, on peut avoir le même niveau. On est Shomer Shabbat, on fait ci, on fait ça. Mais spirituellement, ça connecte pas forcément. Il n'y a pas forcément la flamme chez l'un, alors que chez l'autre, c'est... Voilà. Donc, le côté spirituel, c'est pas uniquement au niveau du degré de pratique. Ça, bien sûr, c'est important parce que on va pas... c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous. Donc on va pas aller avec quelqu'un qui est à l'opposé de ça. Mais même s'il y a un petit décalage, c'est pas grave. Après on en parle, on voit, on négocie, comme je disais alors. Mais par contre, est-ce que spirituellement ça, ça connecte? Est-ce qu'on se plaît aussi à ce niveau-là? Donc est-ce qu'on se plaît intellectuellement, spirituellement, émotionnellement et physiquement? Parce que oui, ça rentre aussi en ligne de compte. Évidemment, même si ça ne fait pas tout, on est des êtres humains. Sixièmement, est-ce qu'on se projette avec l'autre? Donc est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on a la même vision du couple et de l'amour? Est-ce qu'on regarde dans la même direction ou pas? Ça aussi, c'est une question importante à se poser. Septièmement, est-ce qu'on se voit, déjà soi et l'autre d'un bon œil, avec un Ain Tova, avec respect, avec empathie, avec tolérance, avec affection? Est-ce qu'on a justement de l'affection pour l'autre? Ça aussi, c'est important. Vous savez, des fois, juste le fait de le regarder avec les yeux de l'amour avant même qu'on soit marié, hein, mais on se dit, oh là là, j'ai un bon œil, je vois tout le bien de lui, je vois tout ce qui est beau, tout ce qui est, ou tout ce qui est en potentiel chez lui. Ça aussi, ça peut être un élément important pour savoir si vous êtes avec la bonne personne. Huitièmement, est-ce qu'on a envie de se revoir? C'est la notion du manque. C'est pour ça que quand on est en shidour, qu'on ne se voit pas tous les jours. Le but, c'est justement d'espacer un petit peu, qu'on ne se voit pas pendant 5 heures d'affilée, mais qu'on se voit suffisamment pour apprendre à se connaître et qu'on puisse avoir des moments où on ne se voit pas pour pouvoir voir est-ce qu'on se manque ou pas. C'est pour ça qu'il y a ce cadre-là. Comme je vous le disais, alors après, il y a les règles du shidour, etc. Mais comme voilà, ça dépend aussi des milieux dans lesquels vous êtes, ça dépend de votre degré de pratique. Donc un shidour d'une personne traditionnaliste ne va pas être le même shidour qu'une personne très voilà, orthodoxe. Mais en tout cas, c'est important, quoi qu'il arrive, d'avoir ces moments de pause pour voir, pour se tester dans cette sensation de est-ce qu'on se manque ou pas. Neuvièmement, est-ce qu'on se sent sûr de soi dans son envie de s'engager avec l'autre quand on estime que c'est le bon moment? Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On demande à Hachem de nous donner le feu vert au niveau de, voilà, est-ce que je sais, est-ce que je suis sûre de moi quand je m'engage? Dixièmement, est-ce qu'on a envie d'être dans le don avec cette personne? Don de soi, don de son temps, de toute son attention. Encore une fois, l'amour va être conditionné par le don, le fait de donner. Donc après le mariage, c'est ça qui va faire que l'amour il va grandir, grandir. C'est que je te donne, tu me donnes, je te donne, je prends sur moi. C'est le fameux je m'écrase, tu prends sur toi. Et c'est beau finalement. On va casser l'ego, comme je l'ai dit. On va être dans ce partage. Donc est-ce qu'on a envie d'être dans le don avec l'autre? C'était le dixième point. Et j'aimerais reprendre un peu la définition de l'amour du Rav Zamir Cohen. Il dit que c'est un désir réel et pur de procurer une satisfaction à celui que j'aime. C'est le don et la volonté de voir l'autre heureux, de satisfaire ses besoins sans ne rien attendre en retour. Donc c'est à ça que vous vous préparez quand vous êtes dans cette phase de célibat. Pour conclure, vous l'avez bien compris et j'ai insisté largement là-dessus, il est essentiel de bien se connaître quand on se prépare au Shidour, quand on veut être dans cette sérénité, dans cette confiance. Il est important de se faire confiance, de faire confiance à l'autre si vous sentez que c'est une personne bonne pour vous et de faire confiance à Hachem. C'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera au final et d'apprendre à lâcher prise. Il est essentiel aussi de vous conditionner, donc je vous fais un petit résumé, à bien penser, à visualiser la suite positivement. Les filles, ça arrivera. Et j'insiste, je ne suis pas devin, évidemment, on ne peut pas prédire, mais ça arrivera. Conditionnez-vous à ça et préparez-vous. Parce que quand ça arrivera, vous direz, oh là là, quand j'étais célibataire, j'aurais pu faire ci, ça, j'ai raté l'opportunité. Bah ouais, parce que ça arrivera. Comme après quand on a des enfants, etc. Donc autant en profiter, d'accord? Parce que ça changera. Encore une fois, ce n'est pas le reste de votre vie, le célibat. Et puis aussi, alors ça, j'aimerais aussi insister avant qu'on se quitte, laisser la place à l'autre. Vous savez, on est dans une génération où les femmes sont très émancipées et c'est génial. Moi-même, je prône l'émancipation de la femme. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait des grandes études, on a des métiers à responsabilité, on gagne notre vie. Et moi, ça fait partie de ma mission professionnelle d'accompagner les femmes à ça. Donc, je ne peux que
le prôner, mais faites attention parce que quand on est dans la sphère personnelle, dans la sphère de la rencontre amoureuse, eh bien très souvent, je vois beaucoup de femmes émancipées, j'en étais une aussi comme ça, qui ne laissent pas la place à l'autre. Et l'homme a besoin d'avoir sa place, il a besoin de se sentir utile, important, de sentir qu'il a ce fameux kavod. J'aime pas le traduire par respect parce que c'est dans les deux sens, le respect évidemment, mais qu'il ait sa place. Et c'est vrai que le féminisme au sens moderne a beaucoup abîmé les relations hommes-femmes parce que les hommes ne se retrouvent plus, ils n'arrivent plus à avoir leur place dans le couple. Donc être très émancipé dans la sphère pro, etc., c'est génial, mais essayez de faire un switch quand vous êtes dans la sphère sentimentale, c'est lui et moi, et chacun va essayer de trouver sa place. D'accord? Même s'il y a des couples où la femme, elle travaille et l'homme, il étudie. Il y a des couples dans lesquels l'homme travaille, la femme ne travaille pas, etc. Encore une fois, un couple, ça se construit et ça se crée. Moi, je parle toujours de création. Parce que j'aime beaucoup la créativité et je trouve que le couple, c'est pareil. Il n'y a pas un couple comme un autre. D'ailleurs, c'est pas très intéressant de vouloir copier des modèles d'autres couples. Ça n'a aucun intérêt. On crée, on innove, on se réinvente mille fois quand on est en couple. Donc, chacun aura sa place. Mais c'est important de la laisser, surtout quand voilà, vous êtes dans dans une certaine émancipation. Donc, évidemment que c'est important et on voit à quel point les femmes font des choses merveilleuses et les femmes juives, n'en parlons pas. C'est, voilà, nous on est dans une association à Cardena où justement on œuvre au bien-être des femmes juives. On voit à quel point elles se démènent pour pouvoir hâter la Géoula. Donc c'est important, mais la place du garçon, la place de mon mari, c'est aussi quelque chose à ne jamais négliger. Vraiment garder ça en tête. Donc j'espère que vous ressortirez avec ce que j'ai commencé à vous dire en début de conférence, ce temps d'attente. S'il vous plaît, essayez de ne plus le subir. C'est un temps de construction et de préparation. Vous êtes active. Vous n'êtes pas, passive et victime de ça. Vous êtes dans l'action de préparer la suite et la suite, elle va être incroyable. Mettez de côté les divorces, les statistiques et toutes ces choses-là, s'il vous plaît, parce qu'encore une fois, ça va venir perturber cette volonté de construire ou de reconstruire après un divorce, par exemple, c'est nouveau. Voilà. Quand on est dans une nouvelle relation, un nouveau mariage, tout est nouveau. Donc, vous allez vous préparer à ça et ça va être incroyable. Ça va être de ouf. Donc, je terminerai sur Coëlette. À toute chose son temps et un moment pour chaque chose. C'est très, très important. J'espère que tous ces messages seront bien passés. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Comme vous avez pu le voir, j'ai axé cette conférence sur le développement personnel, sur la relation à Dieu, sur l'importance de travailler aussi sur son bitachon, sur sa confiance, sa sécurité, le fait de penser que quoi qu'il arrive, tout ce qu'Hachem vous prépare et tout ce par quoi vous passez, c'est pour le bien, évidemment. Je vous l'ai dit aussi parce que voilà, c'est des choses que j'ai connues. Donc tout ira bien. Et j'ai hâte que vous me racontiez, même si on ne se connaît pas, la roupa. Ça va être, voilà, ça va être un grand moment. Infiniment pour cette conférence exceptionnelle, tout ce que tu nous as offert sur un plateau d'argent. Merci infiniment, c'était passionnant de t'écouter. Et merci à toutes les participantes d'être restées jusqu'au bout. Alors, si on me demande le document, est-ce que je pourrais le transférer? Avec plaisir, Est-ce bien sûr. est-ce Ah, que sur le pardon, document, il y a ton j'ai mail oublié. et ton téléphone? Oui, avec plaisir, si vous voulez me contacter ou contacter Erdena, avec grand plaisir pour que je vous le partage. Juste avant qu'on passe aux questions, parce que je vous ai apporté ma petite bibliothèque personnelle, il y a des livres que vous pouvez lire, parce qu'évidemment, on n'a pas parlé de tout, et il y a beaucoup de choses à apprendre, à étudier pour pouvoir vous préparer. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, parce qu'on le voit, Un amour engagé, de la rabbinite Esther Young Grace, qui est juste, voilà, qui était une femme hors du commun. Très, très beau livre. Un autre très très beau livre, très profond, très intéressant, c'est Cercle, Flèche, Spirale de Myriam Kosman, Exploration du genre dans le judaïsme. Donc, on parle du genre féminin, masculin, voilà, je ne sais pas si on le voit. J'ai pris la Bibli, hein. Il y a dans un autre genre, le guide complet du mariage heureux pour femmes, il y a aussi la version homme du Rav Zamir Cohen, voilà, qui est là. On a encore dans un autre genre le Chidour, conseil pratique, donc c'est un peu plus pratique dans le choix de son conjoint, édition Torah Box, ici.
l'impression d'être dans une émission de... Et enfin, un livre que j'adore, qui va vous permettre vraiment de travailler la communication, parce que dans le couple, ça va être surtout la communication. C'est le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. C'est un très beau titre. Initiation à la communication non violente, pardon. Lisez-le, relisez-le. C'est la base, voilà, pour pouvoir bien communiquer. Voilà, c'était le moment. Aurélia, alors peut-être qu'il y a des questions. Les participantes ont la possibilité d'ouvrir le micro pour parler en direct avec Aurélia, si cela vous intéresse. Ou bien on peut poser la question en anonyme sur le chat. Voilà, donc le chat est ouvert. Vous pouvez laisser votre question soit à Aurélia directement, soit à moi-même, ou bien ouvrir le micro et poser votre question. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Les questions vous pouvez nous les envoyer par mail ou par WhatsApp. Il n'y a Bien pas de sûr. problème, avec grand plaisir. Et on vous prépare une très grande surprise avec Aurélia et l'équipe bientôt mercredi prochain. Donc, préparez-vous. Merci de nous suivre. Merci de partager nos conférences. Alors, cette conférence sera en replay sur Spotify et YouTube. Donc, vous pourrez les revoir, les partager autour de vous. Voilà, je disais ça en attendant d'entendre une de vos questions. Avec plaisir.